Robin Gibb, l'une des trois voix derrière les légendaires Bee Gees, un groupe qui est devenu la bande-son des années 70 avec des tubes intemporels comme Stayin' Alive, Night Fever et Jive Talkin'. Aux côtés de ses frères Barry et Maurice, Robin a contribué à façonner le cours de l'histoire de la musique, gagnant une renommée mondiale et un succès international. Cependant, derrière l'éclat et le glamour de la célébrité, la vie de Robin n'était pas simple. De la perte de sa famille aux luttes privées avec sa santé, le parcours de Robin a été marqué par la douleur et la résilience. Qu'est-ce qui a conduit à la disparition prématurée de cette icône musicale à l'âge de 62 ans? S'agissait-il de ses batailles contre la maladie ou de quelque chose de plus profond? Rejoignez-nous pour plonger dans l'histoire tragique mais inspirante de Robin Gibb, un homme dont l'héritage résonnera à jamais dans le monde de la musique. La naissance d'un oiseau chanteur. Robin Hugh Gibb est né en 1949 à la Jane Krukkal Maternity Home à Douglas, sur l'île de Man. Il est arrivé 35 minutes avant son frère jumeau fraternel, Maurice. Leur lien perdurerait à travers la célébrité, la musique et le chagrin, mais tout a commencé dans un foyer britannique modeste, animé par le rythme et la résilience. Robin était le troisième de 5 enfants nés de Barbara et Hugh Gibb. Leur père, chef d'orchestre de métier, imprégnait le foyer de musique, posant les bases de ce qui deviendrait plus tard une dynastie musicale légendaire. À mesure que la famille grandissait, la musique devenait plus qu'un simple bruit de fond. C'était une vocation. Barry, l'aîné des frères, ouvrait la voix avec une guitare à la main, et il n'a pas fallu longtemps avant que Robin et Maurice ne suivent avec leur propre voix et rêves. Dans leurs premières années, la vie n'était pas toujours mélodieuse. Les enfants Gibb, en particulier les garçons, étaient connus pour être turbulents. Vivant à Manchester, ils tombaient parfois dans la délinquance mineure, se livrant à des actes comme le cambriolage et même l'incendie criminel. Ce fut une période turbulente, mais elle apporta également de la profondeur et de la texture à leur histoire. Nous n'étions que des gamins, se souvient Robin, mais nous avions des imaginations sauvages et trop d'énergie. Cependant, leur passion pour la musique les a maintenus sur terre et leur a donné une direction. En 1955, la famille est retournée à Manchester et les garçons ont formé leur premier groupe, The Rattlesnakes. Avec Barry à la guitare et au chant, Robin et Maurice assurant les parties vocales, Paul Frost à la batterie et Kenny Horrocks à la basse en bois, le groupe a commencé à se produire dans des théâtres locaux. Ils interprétaient des chansons des Everly Brothers, de Paul Anka et de Cliff Richard, des artistes qui allaient façonner leur style vocal et leurs harmonies à 3 voix. La confiance de Robin en leur avenir était inébranlable dès son plus jeune âge. Une voisine de l'île de Man, Helen Kenney, se souvient. « Robin m'a dit un jour, « On va devenir riche un jour, on va former un groupe. » Je ne me rendais pas compte qu'il le pensait vraiment. Ces paroles, remplies d'une certitude enfantine, se révéleraient plus tard prophétiques. En 1958, le groupe a brièvement évolué pour devenir We Johnny Hayes and the Blue Cats, mais un changement se préparait déjà. La même année, la famille Gibb a fait ses valises et embarqué sur un navire en direction de l'Australie, coïncidence, aux côtés de Red Simmons, qui allait lui aussi devenir un musicien australien bien connu. Les Gibbs se sont installés à Brisbane, où un nouveau chapitre de leur aventure musicale a commencé. L'arc d'une vie musicale. L'Australie a apporté des opportunités. C'est là, dans les banlieues ensoleillées de Brisbane, que les frères Gibb ont attiré l'attention en animant une émission de télévision locale. Leur charisme, associé à leurs harmonies, a captivé les téléspectateurs et commencé à bâtir leur réputation. En 1963, ils ont sorti leur premier single. Ce n'était pas un énorme succès commercial, mais il a introduit leur son caractéristique, des harmonies serrées à 3 voix qui allaient bientôt devenir instantanément reconnaissables dans le monde entier. Leur premier tube au Royaume-Uni, New York Mining Disaster 1941, a marqué une percée, suivie rapidement par Massachusetts.
leur premier tube numéro 1 au Royaume-Uni, avec les voix envoûtantes de Robin au centre. À mesure que le groupe montait en popularité, la visibilité de Robin augmentait également. Il a pris plus de parties vocales solo, y compris sur l'énigmatique I Started a Joke, une chanson inspirée, selon Robin, par le bruit d'un moteur d'avion. Ce morceau est devenu le premier hit du groupe dans le top 10 aux États-Unis, bien qu'il n'ait pas été publié en single au Royaume-Uni. Mais avec le succès est venue l'attention. En 1969, après un différend sur la sortie en face A de Lamplight contre First of May de Barry, Robin quitte le groupe et lance une carrière solo qui prend un élan surprenant. Son premier single solo, Saved by the Bell, atteint la 2e place au Royaume-Uni et se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Un projet orchestral prévu, intitulé To Heaven and Back, inspiré par l'atterrissage sur la Lune de l'Apollo 11, a montré son ambition artistique, bien qu'il n'ait finalement jamais été publié. Poursuite et revers en solo. Bien que la première carrière solo de Robin ait montré un grand potentiel, elle n'a pas été sans lutte. Son premier album, Robin's Reign, a rencontré un succès modeste, mais il l'a laissé insatisfait sur le plan créatif. Un second album, Sing Slowly Sisters, est resté dans les tiroirs pendant des décennies. Lors d'une performance en Nouvelle-Zélande en 1970, la foule, largement inconnue de son répertoire, a lancé des tomates et des boîtes sur lui et son orchestre de 16 musiciens, obligeant plusieurs musiciens à quitter le spectacle en plein milieu. Malgré ses revers, la créativité de Robin n'a pas faibli. Il a collaboré sur des projets expérimentaux et éclectiques et a même commencé à travailler sur un film musical intitulé Family Tree. Pourtant, en juin 1970, l'histoire a fait un retour complet. Il s'est réuni avec Maurice, puis avec Barry, pour reformer les Bee Gees, la renaissance disco. Avec leur réunion est venue une puissante réinvention. Au milieu des années 1970, les Bee Gees ont adopté un son plus inspiré par le rhythm and blues. En travaillant avec le producteur Arif Mardin, ils ont sorti Jive Talkin' en 1975, qui a dominé les classements américains et a marqué le début de leur domination de l'ère disco. Rien ne définira mieux cette phase que la bande-son de Saturday Night Fever. Robin n'a pas pris les vocaux principaux sur beaucoup des morceaux, mais ses harmonies ont ajouté une profondeur émotionnelle. Des chansons comme How Deep Is Your Love, Night Fever et Stayin' Alive n'ont pas seulement dominé les classements, elles ont défini une époque. En 1978, Robin a même prêté sa voix à Sesame Street Fever en duo avec Oscar le Grouch sur la chanson Trash, un rappel humoristique de son large attrait. Leur album de 1979, Spirits Having Flown, a poursuivi cette vague de succès, se vendant à plus de 35 millions d'exemplaires. Mais avec l'arrivée des années 1980 est venu un rejet du disco, et les Bee Gees se sont soudainement retrouvés déconnectés des goûts populaires. Durant les années 1980, Robin a canalisé ses talents dans l'écriture et la production pour d'autres artistes. Il a coécrit des tubes pour Jimmy Ruffin, dont Hold On to My Love, et a collaboré avec Barbra Streisand sur l'album à succès Guilty, aux côtés de Barry. Les frères ont également travaillé dans l'ombre pour des artistes comme Dionne Warwick et Dolly Parton, démontrant leur maîtrise de l'écriture au-delà de leur propre groupe. La carrière solo de Robin a également repris en Europe. Son album de 1983, How Old Are You, comprenait le tube Juliette, qui a grimpé dans les classements à travers le continent. Il a suivi avec Secret Agent, un virage synth-pop incluant le single accrocheur Boys Do Fall in Love. Bien que ses travaux solos n'aient pas rencontré un grand succès au Royaume-Uni ou aux États-Unis, ils reflétèrent la curiosité créative de Robin. Robin est une personne tellement tendue, disait Maurice en 1968. Il ne quittait jamais sa chambre d'hôtel. Robin restait juste dans sa chambre à écrire des chansons. Robin semble totalement incapable de se détendre. Il doit toujours être en train d'écrire.
Cette énergie infatigable l'a porté jusque dans les années 1990 et au-delà. Les Bee Gees ont sorti One avec Wish You Were Here, écrit en mémoire de leur frère Andy décédé. Ils sont revenus sur le devant de la scène mondiale en 1997 lorsqu'ils ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame, obtenant enfin le respect critique longtemps attendu. Même lorsque la popularité des Bee Gees s'estompa, Robin est resté actif. Après la mort de Maurice en 2003, il a sorti l'album Solo Magnet, qui comportait une version poignante de Wish You Were Here. Il a continué à tourner à l'international, à se produire lors de concerts caritatifs et à participer à des collaborations créatives. Il est apparu à la télévision britannique, a mentoré de jeunes artistes et a sorti de la musique de saison comme My Favorite Christmas Carols, dédié à sa mère et inspiré par son frère Maurice. La chanson Mother of Love de cet album a été sa première nouvelle composition depuis la mort de Maurice, une pièce émouvante dont les recettes ont été reversées à des œuvres caritatives. L'un de ses derniers projets publics fut un hommage à Alan Freeman, suivi d'une réinterprétation de sa chanson inédite de 1970, Sing Slowly Sisters, sous le titre Wing and a Prayer. Ces dernières performances, qu'elles aient eu lieu à Salt Lake City, Varsovie ou sur son île bien-aimée de Man, ont été accueillies avec reconnaissance et nostalgie. Un premier amour et un accident tragique. En 1968, alors que la carrière des Bee Gees montait en flèche, Robin épousa Molly Hulis, une secrétaire travaillant dans le bureau du légendaire manager du groupe, Robert Stigwood. Leur romance semblait être bénie, mais mise à l'épreuve dès le début. Juste avant leur mariage, le couple survécut à la catastrophe ferroviaire de Hyder Green, un événement traumatique qui laissa une marque indélébile sur eux deux. Ensemble, ils eurent 2 enfants, Spencer, né en 1972, et Melissa, en 1974. Cependant, les exigences de la célébrité commencèrent à fissurer leurs liens. Presque dès qu'ils se sont mariés, Robin est parti vivre en Amérique et ils ne se sont presque jamais vus, a déclaré David Meyer, auteur de The Bee Gees, The Biography. Molly resta au Royaume-Uni avec leurs enfants, refusant de déménager. Robin, quant à lui, resta principalement aux États-Unis, plongé dans la musique et la vie sur la route. Leur mariage prit fin en 1980, après des années d'éloignement. Molly déposa une demande de divorce le 22 mai de cette année-là. En évoquant cette période, Gibb a déclaré dans une interview en 2008 avec The Telegraph « C'était comme un deuil. J'avais l'impression d'être au bord de la folie. L'angoisse émotionnelle était immense. Pendant un certain temps, il perdit tout contact avec ses enfants. Finalement, ils se réconcilièrent lorsque les enfants avaient 10 et 12 ans. La même année, il fut condamné à 14 jours de prison pour avoir violé une ordonnance du tribunal en parlant à la presse de son mariage. Ce fut un bas personnel qui marqua la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Une âme sœur. Robin trouva à nouveau l'amour dans un endroit inattendu. Grâce à une cousine de l'artiste et écrivaine Dwina Murphy. Lorsqu'ils se rencontrèrent en 1980, elle dirigeait une usine de poufs à Londres, nourrissant des ambitions artistiques. « Je lui ai montré mes dessins » a-t-elle raconté au Daily Mail. « Il m'a demandé de venir avec lui chercher une maison et nous avons couru dans et hors des maisons ensemble, apprenant à nous connaître. » Ils se lièrent rapidement, partageant des intérêts pour l'histoire, la mythologie et l'architecture. « Nous avons même le même anniversaire » remarqua-t-elle. En 1985, ils se marièrent et restèrent ensemble jusqu'à la mort de Robin en 2012. Dwina, élevée en Irlande du Nord, est une femme aux multiples facettes, artiste poétesse, romancière et spiritualiste. Elle a exploré plusieurs religions, y compris le néo-hindouisme Brahma Kumaris et le druidisme, et a été ordonnée prêtresse druide dans les années 1990. Son tempérament artistique et ses inclinations spirituelles
faisait d'elle une compagne unique pour l'âme musicale plus mélancolique de Robin. Ensemble, ils eurent un fils, Robin John, né en 1983. R.J. co-créa plus tard The Titanic Requiem avec son père, une composition classique interprétée par le Royal Philharmonic Orchestra. Ce projet symbolisait le lien artistique et émotionnel profond entre père et fils. Bien que très liés, le mariage de Robin et Dwina n'était pas traditionnel selon les critères habituels. De leur propre aveu, c'était un mariage ouvert. Dans la cinquantaine, Robin entama une relation avec Claire Young, une gouvernante de 25 ans qui travaillait dans leur maison. 8 ans plus tard, cette relation donna naissance à son 4e enfant, Snow Evelyn Robin Juliette Gibb, née le 4 novembre 2008. La situation suscita la controverse et des conflits personnels. Lorsque la vérité éclata, Dwina était furieuse. Dire qu'elle a explosé est un euphémisme. Elle se sentit trahie, a déclaré un ami au Sunday Mirror. Pourtant, de manière remarquable, le mariage perdura. Aussi absurde que leur relation puisse paraître, il n'y a jamais de doute sur le fait qu'ils étaient très liés, a déclaré le biographe David N. Meyer à abcnews.com. Elle n'est pas une plaisanterie pour lui. Leur amour l'un pour l'autre est très fort. Ils sont un exemple de famille très moderne. Peut-être un peu trop moderne, a commenté Ian Drew, rédacteur musical de Us Weekly. Ce sont deux âmes très artistiques, très ouvertes d'esprit. Ils se comprennent et ils s'amusent ensemble. Malgré les turbulences, les Gibbs réussirent à rester unis. Ils sont restés ensemble pendant 28 ans. Ce n'est pas rien, surtout dans le monde dans lequel ils vivaient, a noté un ami de longue date. Longue bataille contre la maladie. L'été 2010, Robin Gibb monta sur scène en Belgique, sans savoir que cela marquerait le début de son dernier combat. En pleine performance, il ressentit une douleur aiguë et persistante dans l'abdomen. 4 jours plus tard, il fut précipité en chirurgie d'urgence à Oxford. Le diagnostic, une occlusion intestinale, raviva un souvenir tragique. Son frère jumeau Maurice était mort de la même condition en 2003. Robin se remit rapidement, comme pour défier le destin. Refusant de ralentir, il reprit la tournée quelques mois plus tard, se produisant à travers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Au milieu de sa récupération, il se consacra à une mission profondément personnelle. Faire campagne pour un mémorial en l'honneur du RAF Bomber Command, un hommage aux héros comme son père. Ce sont des hommes qui n'ont jamais été pleinement reconnus, déclara-t-il. Il est temps que le monde se souvienne. Mais la musique n'était jamais loin de son cœur. Aux côtés de son fils Robin John, il commença à composer The Titanic Requiem, un hommage classique marquant le centenaire du naufrage du Titanic. Créé avec le Royal Philharmonic Orchestra, il devint à la fois un projet d'héritage et une bouée de sauvetage émotionnel. Beaucoup de cette œuvre, révéla plus tard Robin John, a été écrite alors qu'il souffrait, cela le maintenait en vie. Pourtant, derrière la passion, la santé de Robin se détériorait. En 2011, des problèmes abdominaux récurrents l'obligèrent à annuler une tournée au Brésil, suivie d'un concert à Paris. En octobre, juste avant une performance avec les Soldiers, il fut à nouveau hospitalisé. Quelques jours plus tard, un Robin visiblement affaibli apparut dans The Alan Titchmarsh Show de ITV. « C'est comme regarder un homme hanté par son propre corps », écrivit un critique. L'année suivante apporta des nouvelles dévastatrices. Hospitalisé à plusieurs reprises, Robin fut diagnostiqué avec un cancer colorectal qui s'était propagé à son foie. Pourtant, il affichait de l'optimisme. Les résultats ont été tout simplement spectaculaires, confia-t-il à la presse en février 2012. Je sens que je l'ai vaincu. Il revint même sur scène ce mois-là pour ce qui serait sa dernière performance en direct. Il espérait assister à la première de The Titanic Requiem le 10 avril, mais à ce moment-là, il était de nouveau à l'hôpital.
Amis et fans notèrent son absence et le prix que la maladie avait payé. Son visage était émacié, sa voix plus douce, son énergie s'épuisant. Un ami de la famille confia au Mirror. Parfois, aucune quantité de célébrité, de prestige et d'argent ne peut changer les choses lorsqu'il s'agit du cancer. Sa femme Dwina, prêtresse druide et artiste, se tourna vers des remèdes holistiques en complément des soins traditionnels. Mais le temps filait. Pourtant, Robin resta actif, donnant des interviews, faisant des apparitions et travaillant en étroite collaboration avec son fils. « Je ne crois pas à l'abandon », dit-il lors de l'une de ses dernières interviews. « Il reste trop à faire. » Robin Gibb, qui avait autrefois dominé le monde de la pop avec ses frères, affronta son dernier chapitre avec la même défiance calme qui avait marqué sa vie. Même à l'ombre de la mort, il demeura fidèle à sa musique, à sa famille et aux souvenirs de ceux qui l'avaient précédé. L'adieu d'un rossignol. Le 20 mai 2012, Robin Gibb est décédé à Londres à l'âge de 62 ans. Bien qu'il ait été largement rapporté que c'est le cancer qui l'a emporté, son fils, Robin John, a précisé plus tard « Papa était en rémission. Ce n'est pas le cancer qui l'a tué, c'est l'insuffisance rénale et hépatique. » Les derniers jours de Robin ont été confus et tragiques. Bien qu'optimiste en public quelques mois auparavant, son état se détériora rapidement. Après une crise quelques jours avant sa mort, il fut fortement sédaté pour gérer les effets secondaires de la chimiothérapie. On lui a alors administré des sédatifs et son foie n'a tout simplement pas pu les traiter, expliqua Robin John. Cela a commencé à affecter ses reins aussi. C'était une dégradation vraiment soudaine. Ses derniers moments furent tendres. Je lui tenais la tête et la main droite et ma mère tenait sa main gauche, confia Robin John. Je l'ai embrassé et je me suis écarté pour laisser Spencer. Nous avons tous les deux tenu sa main et lui avons dit que nous l'aimions. Plus tard, il joua « I started a joke » sur son téléphone, le posant sur la poitrine de son père. C'est à ce moment-là que j'ai éclaté en sanglots comme un bébé. La famille Gibb avait déjà fait face à des pertes inimaginables. Andy Gibb, le frère cadet, était décédé en 1988. Maurice, le jumeau de Robin, était mort en 2003. Maintenant, Barry était le dernier membre survivant des Bee Gees, le trio qui a défini une génération avec des chansons comme Stayin' Alive, How Deep Is Your Love et Massachusetts. Le décès de Robin ne s'accompagna pas seulement de deuil, mais aussi de complications. Robin John exprima sa frustration face aux opinions médicales contradictoires lors des derniers jours de son père. Il y avait un écart d'opinion. Je voulais de la dialyse et de la RCP. Ils ont dit que c'était futile car il était un patient atteint d'un cancer au stade 4. Ajoutant au poids émotionnel, il est apparu que Robin avait pris des dispositions financières pour son plus jeune enfant, Snow Robin, né en 2008 de Claire Young, une ancienne femme de ménage. Il avait offert à Young une maison et 4 millions de livres sterling dans les mois précédant sa mort. Les funérailles privées eurent lieu en juin à Thame, dans l'Oxfordshire, suivi d'un hommage public à Rome le 23 juin avec une performance de The Titanic Requiem, son dernier grand œuvre, co-composé avec son fils. Le cortège funéraire fut poétique. Une carriole en verre tirée par des chevaux noirs transporta le cercueil blanc de Robin à travers les rues de Thame. Des fans, des amis et de la famille se tenaient sur le parcours. À l'église Sainte-Marie, des classiques des Bee Gees remplissaient l'air. How Deep Is Your Love joua lors de l'entrée du cercueil. Barry Gibb prononça un discours émouvant. La vie est trop courte. Dans le cas de Robin, absolument trop courte. Nous aurions dû avoir 20 ou 30 années de plus de son esprit magnifique et de son cœur beau. Parlant de Maurice, Barry dit « Quand on est jumeaux toute sa vie. Et maintenant, ils sont ensemble. » Le fils de Robin, R.J., prit aussi la parole. « Il ne sera toujours qu'à une chanson de distance. »
Sa femme Dwina lut un poème qu'elle avait écrit « My songbird has flown », rendant hommage à l'homme qu'elle aimait en vers. Des hymnes comme « Be Thou My Vision » et « Jérusalem » furent chantés, ainsi que les propres chansons de Robin, « Don't Cry Alone » et « I Started a Joke ». Le service devint un adieu musical. Le fils de Robin, R.J., prit aussi la parole. Il ne sera toujours qu'à une chanson de distance. Sa femme Dwina lut un poème qu'elle avait écrit, « My songbird has flown », rendant hommage à l'homme qu'elle aimait en vers. Des hymnes comme « Be Thou My Vision » et « Jérusalem » furent chantés, ainsi que les propres chansons de Robin, « Don't Cry Alone » et « I Started a Joke ». Le service devint un adieu musical. 9. Le révérend Alan Garrett décrivit la cérémonie comme remplie d'une présence extraordinaire d'amour. Barry nota: « Nous avons vu beaucoup de foules, mais je n'ai jamais vu autant d'amour dans une seule foule que celle que je vois aujourd'hui. Pour Rob, pour la musique. » L'héritage de Robin était immense. Les Bee Gees avaient vendu plus de 220 millions de disques et écrit plus de 1000 chansons. Leurs harmonies ont façonné l'histoire de la pop et le vibrato envoûtant de Robin a donné à leur musique son âme distincte. 3 ans plus tard, une pierre commémorative fut dévoilée sur sa tombe, une œuvre magistralement sculptée à la main par le tailleur de pierre Martin Cook et son fils. Faite de marbre bleu de Kilkenny, elle représente une sculpture de Sainte Cécile, la sainte patronne de la musique. La pierre porte l'inscription « Notre oiseau chanteur a volé, attrapant la lumière à l'aube et au coucher du soleil. » La pierre fut spécialement approuvée pour être sculptée des 2 côtés, une exception rare faite pour son art et l'héritage musical de Robin. Les paroles gravées reflètent la spiritualité dans sa musique. Non loin de là, un petit mémorial pour Andy Gibb est installé, et la famille prévoit d'y ajouter un hommage afin que les fans en Europe puissent également rendre hommage. Le petit-fils de Robin, Maxwell Robin, nommé en son honneur, était présent lors de la pose de la pierre. Encore un tout petit, inconscient de l'importance de ce moment, mais un symbole vivant de l'héritage et de la continuité. Plus tard dans l'année, la famille planifia un bénédicité à la tombe et un mémorial public pour honorer les fans que Robin chérissait tant. Bien qu'il soit parti, sa voix perdure, dans le calme d'une mélodie, dans le rythme du souvenir, dans l'amour partagé par ceux qui restent derrière. J'ai essayé de tout retenir, dit Robin John à propos des derniers moments de son père, mais c'est à ce moment-là que j'ai éclaté en sanglots comme un bébé. Et Barry, seul à la fin des funérailles, le résuma parfaitement. Nous le garderons dans nos cœurs et nos esprits pour toujours. La vie de Robin Gibb n'était pas seulement une série de succès en tête des classements ou de gros titres. C'était une vie de passion, de douleur et de sens. Un homme qui a donné sa voix au monde et, en retour, a porté son poids en silence. Il était plus qu'un Bee Gee. Il était un père, un combattant, une âme complexe qui aimait profondément et vivait pleinement. À travers les cœurs brisés et la guérison, le scandale et le service, Robin n'a jamais perdu le fil de ce qu'il était. Un rossignol dont les mélodies portaient à la fois la joie et la tristesse. Son histoire nous rappelle qu'il y a même derrière les lumières les plus brillantes de la scène, des ombres. Mais aussi, il y a de l'amour, il y a l'héritage. Et maintenant, à vous. Quelle partie de l'histoire de Robin Gibb vous a le plus touché? Et quelle chanson de lui résonne encore dans votre cœur aujourd'hui? Déposez vos réflexions dans les commentaires. Nous serions ravis de savoir comment sa musique ou son histoire a touché votre vie.